Merci Olivier de m'avoir proposé d'animer cette table ronde avec des personnes de qualité autour de la table, comme vous le verrez. Petite pression. Pour parler de ce sujet, donc le sujet c'est le contexte en fort mouvement, qu'on va aborder l'action sanitaire en élevage, révolution culturelle ou consolidation des actions. Pour parler de ce sujet, je vais appeler Christelle Gache, donc directrice de GDS France, comme l'a dit Olivier. Marion Gust, bonjour Marion, qui effectivement était encore récemment directrice adjointe à la région, mais qui est aujourd'hui au pôle innovation des laboratoires CEVA, donc qui a tout son sens aussi autour de cette table ronde, ça tombe bien. Je remercie également Julien Fauché, donc éleveur ici en Haute-Vienne, donc éleveur de bovins et de volailles. Donc ça nous permettra aussi d'aborder ces sujets de maladies émergentes sur deux filières et comment c'est ressenti un peu ces évolutions de la part d'un éleveur. Je remercie également donc Pascal Martins, qui est éleveur en Côte d'Or, qui est ici autour de la table, donc plutôt pour nous parler de la tuberculose, parce que c'est référent tuberculose au niveau de GDS France. Merci Pascal. Et j'appelle Julien Guérin. Bonjour. Donc responsable commercial de la coopérative Sofrelim. Donc ça permettra d'aborder le sujet des marchés et donc comment ces nouvelles maladies qui arrivent ou les anciennes, comment ça impacte les statuts sanitaires et surtout les marchés pour nos éleveurs. Donc pour introduire ce sujet, je vais laisser la parole à Christelle Gache, qui va nous présenter un peu ces nouvelles maladies qui arrivent, de quelle manière elles peuvent arriver, les changements qui sont en train d'opérer assez rapidement ces derniers temps, tant des changements climatiques, sanitaires, sociétaux. Donc on va avoir une première représentation de Christelle qui va pouvoir initier les échanges en suivant. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation Nicolas et Olivier. Et je suis particulièrement heureuse d'être là puisque j'ai eu aussi le plaisir de travailler avec Olivier dans le contexte national et j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc je suis particulièrement heureuse d'être là aujourd'hui. Peut-être pour introduire ce sujet, il me semble important de se poser d'abord la question de finalement pourquoi on observe de plus en plus de crises sanitaires. C'est vrai que si je reprends par exemple l'année 2025, on a eu de la fièvre afteuse à Berlin, on a eu de la peste porcine africaine en Espagne, on a eu bien sûr la dermatose nodulaire contagieuse dans 3 États membres, l'IAHP bien évidemment, et en fait finalement, historiquement, on avait une crise sanitaire tous les 5-6 ans, voire tous les 10 ans, et aujourd'hui, malheureusement, on a une crise sanitaire qui impacte durablement les éleveurs et les filières quasiment tous les ans. Et donc finalement, il y a 2 éléments qui permettent d'expliquer pourquoi on a cette augmentation des crises sanitaires sur notre territoire. Alors le premier élément, c'est celui que j'ai appelé activité humaine, parce que finalement, ça va comprendre à la fois l'accroissement des échanges commerciaux, le tourisme, les transformations des paysages, les pratiques agricoles. Et finalement, ces différentes activités, elles favorisent l'introduction soit d'agents pathogènes, donc des virus, des bactéries, des espèces exotiques envahissantes, soit leurs vecteurs, donc des insectes, des tiques, dans un milieu où ils n'étaient historiquement pas présents. Et puis, bien sûr, le dérèglement climatique, qui se caractérise classiquement par une augmentation moyenne de la température et une multiplication des événements extrêmes, et qui, finalement, favorise l'adaptation de ces pathogènes ou de ces vecteurs en favorisant avec des conditions plutôt propices et moins rudes, en tout cas, qu'avant. Et donc finalement, ces 2 éléments favorisent les risques infectieux. C'est pour ça qu'on a plus de crises sanitaires, puisque ça va impacter d'une part la survie et la répartition des pathogènes, donc virus, bactéries, ou des vecteurs, les insectes, les tiques. Voilà. Non, ça ne veut pas. Soit, je vais continuer sans ça pour l'instant.
soit le comportement de la faune sauvage, parce que effectivement, avec une diminution des ressources, en fait, on observe des modifications des comportements des animaux sauvages qui vont avoir tendance à se rapprocher aussi des animaux domestiques et donc, eh bien, pouvoir aussi transmettre des maladies. On observe aussi, et c'est assez classiquement décrit, une modification du trajet migratoire de certains animaux, notamment des oiseaux sauvages. On l'observe, on l'objective très clairement, par exemple, pour les grues. Et donc, ça favorise aussi le contact avec les animaux domestiques. Alors, c'était pas pour se faire peur, mais juste sur cette diapositive, vous voyez que finalement, c'est ce que j'appelle ces vecteurs, donc ces insectes, ces tiques, peuvent transmettre un certain nombre de maladies, que ce soit donc au niveau des insectes, les stomox, donc les tans, les moucherons, ces fameux culicoïdes qui transmettent la FCO, les moustiques ou des tiques, un certain nombre de maladies. Certaines peuvent être zoonotiques, c'est-à-dire que certaines peuvent être transmissibles à l'homme. Vous le voyez, les tiques ont une diversité d'hôtes un peu plus large, en général, voilà, ruminants, chevaux et puis les êtres humains. Et donc, bien sûr, des maladies qu'on doit surveiller. Alors une fois qu'on a dit ça, et ça va être tout l'objet de cette table ronde, eh bien, on peut se dire qu'on a quand même des solutions en élevage pour essayer de moins subir ces crises et de pouvoir finalement essayer de les maîtriser. Et là, on repart sur la base, en fait, des éléments de base, c'est-à-dire observer le comportement des animaux pour ajuster, pour isoler des animaux malades. Bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, c'est Pascal, je crois, les introductions et les mélanges d'animaux, c'est toujours des facteurs de risque d'introduction de maladies. Aménager, bien sûr, aussi les bâtiments ou le pâturage, puisque le dérèglement climatique va aussi impacter le bien-être et provoquer du stress thermique. Et puis, face aux maladies vectorielles, on peut essayer de limiter l'exposition des animaux à ces insectes ou ces tiques. Il y a un certain nombre de mesures qu'on appelle des mesures environnementales pour essayer de limiter l'exposition de nos animaux à ces vecteurs. On peut également essayer de modifier les paramètres favorables aux insectes piqueurs. Globalement, un insecte piqueur, il aime bien l'humidité, la matière organique et puis bien sûr le repas de sang pour ensuite aller pondre pour les femelles. Donc, si on essaye de limiter en fait ces conditions propices, on peut réussir à limiter, encore une fois, pas l'annuler, mais limiter l'exposition de ces vecteurs aux animaux. Et puis, bien sûr, l'outil vaccinal quand il est disponible. Et puis ce sera ma dernière diapositive, bien sûr, sur le moyen long terme. D'autres pistes aussi peuvent être réfléchies de façon collective. Bien sûr, la recherche pour continuer peut-être à mieux comprendre aussi la biologie de ces vecteurs ou du comportement de la faune sauvage. Mieux comprendre aussi les leviers, parce que pour limiter les impacts, on observe aujourd'hui une diversité d'impacts dans les cheptels qu'on n'arrive pas toujours à expliquer. Peut-être aussi s'appuyer sur des leviers génétiques. Il y a déjà des travaux qui sont en route pour avoir des animaux moins sensibles au stress thermique, plus résilients face aux maladies entre guillemets tropicales. Et puis aussi des réflexions autour de la relocalisation des filières d'engraissement, notamment pour les jeunes bovins. Donc finalement, peut-être pour introduire cette table ronde et puis avoir un fil rouge, je retiendrai ces trois verbes d'action: anticiper, maîtriser et surtout s'adapter. Et puis voilà, le petit QR code pour le site de GDS France où vous pouvez retrouver beaucoup de livrables, notamment sur la biosécurité et la prévention. Merci beaucoup, Christelle. Merci pour cette introduction. Donc, on a beaucoup vu surtout sur l'aspect sanitaire et ce qui allait nous arriver. On abordera aussi l'aspect sociétal. Je pense que c'est important dans le sujet d'un contexte en fort mouvement. Je vais laisser la parole car l'un des piliers, c'était anticiper. Et justement, comment le réseau des GDS fait face à ça, à l'arrivée des nouvelles maladies. Donc, dans cette évolution-là, on a vu aujourd'hui la DNC, les nouveaux FCO, MHE. Comment le réseau anticipe ces arrivées-là? Alors, c'est vrai, c'est ce que j'ai essayé de faire passer comme message aussi, c'est que finalement, il n'y a pas un outil miracle pour anticiper ou moins subir, c'est plutôt une boîte à outils. Et en fait, cette boîte à outils, elle se construit collectivement. Une des forces du réseau des GDS, c'est la communauté d'échange qu'on arrive à mettre en œuvre. Et c'est vrai qu'on s'appuie sur les compétences des uns et des autres. Sur les maladies, entre guillemets, tropicales, exotiques qui arrivent sur notre territoire, on a la chance de pouvoir aussi bénéficier de l'expérience de nos GDS ultramarins qui ont, entre guillemets, un temps d'avance sur ces maladies exotiques et tropicales et qui ont travaillé depuis de nombreuses années pour améliorer la résilience des animaux à ces maladies-là. Et donc, je pense que je retiendrai
finalement cette communauté d'échange qui, à mon sens, est vraiment la force du réseau des GDS pour arriver à enrichir et ajuster les recommandations qui ensuite sont proposées aux éleveurs. Merci Christelle. Donc là, on parlait plutôt des maladies émergentes. Je vais me retourner vers Pascal Martins, donc éleveur en Côte d'Or. Et donc la Côte d'Or, au début des années 2010, a vécu la tuberculose. Donc, parce qu'on parle en ce moment beaucoup des maladies émergentes, mais il ne faut pas oublier, on l'a vu tout à l'heure dans le rapport d'activité, la Haute-Vienne n'est pas épargnée par cette maladie et toute la Nouvelle-Aquitaine en règle générale. Donc ma question, c'est finalement en Côte d'Or, qu'est-ce qui a pu marcher ? Enfin, est-ce que ça a marché ? Qu'est-ce qui a pu marcher pour réussir à faire face à cette maladie et finalement qu'est-ce qui peut-être aujourd'hui ne marcherait plus parce que on est 15 ans après et que les choses ont changé, les éleveurs ont changé, la société a changé. Quel regard vous portez sur ce qui a pu être fait il y a 15 ans et ce qui aujourd'hui pourrait peut-être être fait différemment ? Ce qui est facile, quand vous prenez une crise comme ça en pleine figure, c'est très compliqué. C'est-à-dire que vous êtes pas prévenu de ce qui va arriver et puis vous découvrez en marchant sur les mines, quoi. Parce que au départ, ça fait exactement comme ça s'est passé les dernières, vous avez 1 ou 2 foyers, puis tout d'un coup vous commencez à chercher et puis là, pouf. Et la problématique de cette maladie-là, pour moi, c'est l'ADN des GDS. C'est-à-dire que c'est une maladie qui avance tout doucement, mais qui n'arrête jamais. Par contre, elle nous endort, et puis quand ça réveille, le réveil est difficile. Alors, aujourd'hui, c'est une maladie qui est multifactorielle et multi-hôte. Alors, je pense que la complexité vient de là. Quand vous discutez avec des éleveurs, les éleveurs ils disent, de toute façon, c'est la faune sauvage. Vous discutez avec les associations environnementales qui vous disent, ça c'est un problème d'élevage. Et donc, la vraie problématique, et si vous voulez, ça tombe bien qu'il y ait des grands élus, parce qu'il va falloir qu'on fasse évoluer les protocoles et tout ça. Parce que nous, quand on a vite compris, si vous voulez, on a commencé au début avec la vision d'une maladie juste professionnelle et juste domestique. Et puis, vous avez toujours des facteurs clés qui arrivent. Alors, le problème, c'est qu'il faut mettre tous les gens autour de la table. Et il faut avancer, si vous voulez, il faut, en même temps qu'on fait la prophylaxie dans les cheptels domestiques, il faut baisser les populations d'animaux sauvages qui sont chassables et les populations de blaireaux. Donc, il faut mettre tout le monde autour de la table et bien entendu que tout le monde avance. S'il y en a un qui va plus vite que l'autre, de toute façon, la cause est perdue. Et c'est ça. Et aujourd'hui, moi, on est en train de se battre parce qu'au niveau national, on a un groupe inter-OPA. Pour pallier à ça, moi, je pense qu'il faudrait que dans la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, il n'y a pas de vision sanitaire. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des cheptels qui sont en restructuration à cause de la tuberculose et ça n'impacte pas du tout la chasse à côté. Alors que normalement, si vous voulez, les cheptels sont en prophylaxie renforcée. On abat des bêtes chez des gens et de l'autre côté, le monde de la chasse n'est pas sensibilisé. Et alors, après, on a le monde de la chasse et on a aussi les associations environnementales. Et les associations environnementales, il faut bien leur expliquer que si on ne régule pas le nombre de blaireaux au mètre carré, on va en prendre une. Parce que ce qu'on a mis en exergue, c'est que souvent, les associations de chasse agrènent le gibier, mais quand ils agrènent le gibier, il y a les sangliers, les cervidés qui viennent manger, mais il y a aussi les blaireaux. Et comme le blaireau est un animal opportuniste, il a il fait un nombre de petits fonction de ce qu'il est nourri. Donc si vous voulez, quand il est bien nourri, nous on a commencé à voir, il y a des zones en Côte d'Or où il n'y avait pas beaucoup de blaireaux, et puis on les voyait coloniser. Donc on s'est dit, il y a multiplication. Alors c'est sûr que quand vous parlez à
à des associations environnementales qui ne voient jamais, parce que le blaireau est un animal nocturne. Moi, je me souviens, une fois, une dame me dit, mais le dimanche après-midi, quand on fait du vélo, on ne voit jamais le blaireau. Ben, je pense que si on voit des blaireaux le dimanche après-midi quand on fait du vélo, c'est soit qu'on a abusé un peu de quelque chose, ou c'est pas comme ça, quoi. Et la problématique, c'est que aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète le plus sur la gestion de ces maladies-là, c'est les réseaux sociaux. Parce que si vous voulez, sur les réseaux sociaux, quelqu'un il lit une double page sur la tuberculose et c'est un spécialiste. Et après, il se fait son idée. Et si vous voulez, là, la communication va plus vite. Alors que là, on doit être dans un parterre de temps et gérer au plus facile. Et c'est ça, pour moi, la vraie complication, elle est là. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, sur des maladies comme ça, il faut absolument que les éleveurs prennent part dans la discussion. Merci Pascal. Donc finalement, sur la tuberculose, ce qui aurait pu manquer au départ, c'est d'avoir mis tout le monde vraiment autour de la table, au même niveau. C'est un peu le constat qu'on peut faire, à se dire maintenant sur les maladies qui arrivent, à mettre dès le départ, tous les partenaires autour de la table pour, en fonction des multi-hôtes dont vous parliez tout à l'heure, et voilà vraiment, et les scientifiques s'en remettre à la science et vraiment impliquer tout le monde dès le départ. Et comment dire, je pense que on a une triptyque sanitaire qui est l'administration, les vétérinaires qui sont un pilier important et les éleveurs. Et je pense que les laboratoires sont unanimement partie prenante, parce que si vous voulez, pour moi c'est la recherche. Alors aujourd'hui ça parle pas à beaucoup de monde, mais quand on a commencé dans les années 2010, la PCR n'existait pas sur les prélèvements de la tuberculose. Et l'interféron gamma non plus. Donc si vous voulez, aujourd'hui, quand on discute avec beaucoup de gens, les gens disent « oui, ça n'évolue pas ». Non, ça a beaucoup évolué. Alors, et je pense que notre chance, c'est la maîtrise de ces maladies-là. Elle se passera justement par la science. Eh ben, merci beaucoup Pascal pour me faire mes transitions. Donc du coup Marion, effectivement, donc quand on parle de tous les partenaires autour de la table, il y a forcément les laboratoires. Alors même si Marion, ça fait pas très longtemps que vous êtes arrivée chez Ceva, mais j'imagine que vous avez quand même touché du doigt ces sujets-là. Comment les laboratoires, est-ce que les laboratoires sont actifs sur ces sujets? C'est des outils d'innovation sur les maladies, et tant que ce soit sur les maladies qu'on connaît depuis plusieurs années, mais qui sont tout aussi importantes que les nouvelles maladies qui arrivent ou qui vont arriver. Voilà. Est-ce que vous anticipez et quels sont vos travaux sur ces sujets? Ok, merci de la question. Alors, on n'avait pas répété, mais franchement, moi, venant de là où je suis, j'aurais dit à peu près la même chose. Alors, je vais parler d'un labo parce que je suis dans un laboratoire. Alors, Ceva Santé Animale, c'est le 5e laboratoire vétérinaire mondial. C'est quand même un énorme labo, mais j'y suis depuis le 1er janvier. Donc, bon, on est le 13 mars, mon expertise est quand même pas encore très développée. Par contre, j'ai 20 ans de fonction publique derrière moi. Donc, je peux même faire et la partie fonction publique et la partie labo. Et j'aurais pas dit mieux que, à un moment donné, il faut mettre tout le monde autour de la table et avoir des partenariats public-privé, et vraiment parce que en sanitaire on gagne tous ensemble ou on perd tous ensemble globalement, hein. Donc, et ça c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, avec la nécessaire anticipation et une rapidité d'action. Et là-dessus je suis vraiment d'accord. Alors après, est-ce qu'on innove, est-ce qu'on anticipe? Je pense que Ceva serait plus là en fait si Ceva n'était pas capable d'innover, d'anticiper. Je peux donner des exemples assez simples sur l'anticipation et la capacité de réaction rapide. On a vu l'influenza aviaire. Ceva a été capable de développer extrêmement rapidement un virus à ARN, donc c'est une technologie que maintenant on connaît tous grâce au Covid, mais qui est quand même hyper innovante et qui a été mise en place. Et ça a été fait très vite. Quand il y a eu la MHE, premier cas de MHE, de mémoire, c'était à l'automne 23. Les autorisations pour avoir un vaccin MHE ont été obtenues à l'été 24. Alors de manière totalement dérogatoire, mais malgré tout, ça a permis de maîtriser la maladie. Sur la DNC, on est en train de travailler pour avoir ce qu'on appelle un vaccin DIVA, c'est-à-dire qui est capable de différencier les animaux vaccinés des animaux malades, ce qui est quand même nécessaire. On travaille sur la persporcine africaine, toutes les maladies là qui sont émergentes. Oui, on travaille. Après, j'étais à Budapest hier, où on a des équipes qui sont en charge du développement des vaccins, puisqu'on parle plus de prévention que de curatif, hein. Développer un vaccin, c'est entre 5 et 15 ans, suivant la complexité du vaccin. C'est quelques dizaines de millions d'investissements. Ça se fait pas non plus en claquant des doigts. Donc c'est quand même extrêmement compliqué. Après, il y a des
façons de faire. Alors, il y a différentes technologies vaccinales et je vous en ferai l'économie. Mais il y a aussi des façons de faire pour essayer d'être capable de mesurer très rapidement sur le terrain avec des outils de diagnostic rapide, avec la mise en place aussi de banques d'antigènes. Et derrière, on a des solutions de ce qu'on appelle d'auto-vaccins, c'est-à-dire de faire des vaccins spécifiques pour des élevages. Alors, c'est plus simple sur de la volaille parce qu'il y a énormément d'animaux. C'est un peu plus compliqué sur du bovin, mais ça permet de réagir très rapidement et voilà, de faire ça. Et je rebondis aussi sur ce que vous disiez, je pense qu'il faut des vétérinaires pour ça. Et ça, c'est quand même assez essentiel. Alors, c'est facile, je suis véto aussi, hein, donc je prêche pour ma paroisse, bien entendu. Je prêche aussi pour une école vétérinaire à Limoges. Hein. Enfin, ça fait des années qu'on essaie de porter ça avec un succès pas encore totalement là. Mais on a besoin du soutien des élus pour faire ça aussi. Là, je crois que c'est peut-être mon ancienne casquette qui parle. C'est l'occasion d'en remettre une petite. Ouais, je suis un peu marquée par le sujet. Mais même vu de Seva Santé Animale, c'est un vrai sujet dont on a besoin et il y a vraiment besoin de cette compétence sur le terrain et de cette complémentarité éleveurs, vétos, pouvoir public, laboratoire. Parce que les pouvoirs publics, c'est quand même eux qui autorisent les solutions. Et sans ça et sans avoir des systèmes, c'est dommage qu'il n'y ait personne de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou voilà, mais parce que c'est aussi bien un catalyseur qu'un frein terrible. Et c'est mieux quand c'est un catalyseur pour tout le monde. Et du coup, vous parliez de la filière volaille aussi. Est-ce que ça vous permet d'avancer sur d'autres filières aussi, les travaux que vous faites sur la volaille, par exemple? Oui, parce qu'il y a des techniques qui sont communes. En fait, les maladies ne sont pas forcément communes, mais il peut y avoir des techniques communes, typiquement le vaccin ARN. Là, on est en train d'en développer de mémoire pour... je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais pour d'autres espèces que de la volaille et qui ne sont pas du chien-chat. D'accord. Peut-être nous intéresserait donc. Qui peut-être... mais voilà, oui, en fait, parce que ça se développe, les plateformes, il y a plein de techniques très intéressantes avec l'utilisation de ce qu'on appelle du Dobby DNA, enfin bon, des vaccins ADN, des choses comme ça. Il y a plein de choses très innovantes qui arrivent, mais plus que l'innovation, c'est bien l'innovation, mais innover pour innover, ça n'a pas forcément de sens. Il faut surtout que ça réponde aux besoins en temps et en heure et au bon endroit. Voilà. Et c'est plutôt ça, il faut les deux. D'accord, merci. Et est-ce qu'une dernière question concernant la veille, est-ce que vous êtes très alerte sur la veille justement pour se dire telle ou telle maladie pour arriver, il faut que nous soyons prêts? Alors oui, mais par contre avec l'inconvénient qu'il faut du temps pour développer un vaccin. Donc on anticipe autant qu'on peut. Oui, on a des outils. Si on veut vraiment réagir vite, il n'y a que l'auto-vaccin en fait qui permet de faire ça. Et ça, on a des outils, des laboratoires mobiles, des choses comme ça. Mais oui, bien entendu. Merci Marion. Du coup, ça tombe bien. Vous me faites toutes les transitions parce que du coup, vous parlez de bovins et volailles. Donc, je vais me retourner vers Julien Fauché, qui est éleveur de bovins et de volailles. Donc, on a parlé de l'influenza aviaire et le sanitaire, effectivement, en volaille, ça fait déjà là, maintenant 10 ans qu'on est sous la coupe IAHP en France. Ça a évolué fortement ces dernières années avec la vaccination. Comment, en tant qu'éleveur, vous vivez le sanitaire? Est-ce que vous le vivez différemment entre vos deux filières? Est-ce que vous prenez expérience de l'une sur l'autre? Voilà, quel est votre regard par rapport à ça en tant qu'éleveur des deux filières? Eh bien, pour moi, le sanitaire, que ce soit bovin ou volaille, c'est la même sensation. Oui. Que ce soit bovin ou volaille, donc c'est la même priorité. Je dirais quand même que la partie volaille, c'est un peu plus facile pour moi à gérer du fait de la grandeur des parcours et qu'elles aient accès tout le temps au bâtiment. Après, il y a des points communs forcément entre les deux, mais comme on parle souvent là, de la faune sauvage. Donc la faune sauvage, on essaye d'aménager les points d'eau et les points d'alimentation. Donc pour les volailles, on met tout à l'intérieur, dans le bâtiment, pour justement éviter l'accès aux animaux sauvages. Et pour les bovins, on aménage des points d'eau et des points d'alimentation. Voilà, les points d'eau, on essaye d'éviter tout ce qui est humide, tout ce qui est marc, tout ça. Donc on les aménage, on essaye de valoriser plutôt des bacs ou des buses faciles à nettoyer. Et si possible, éloigner aussi des forêts, justement par rapport à ces bêtes sauvages.
Oui, donc finalement, pour la prévention, quelle que soit la filière, vous appliquez les mêmes mesures de prévention, oui. Et notamment vis-à-vis de la faune sauvage. Oui. Et est-ce qu'il y a un sentiment est-ce que vous avez le sentiment que la filière bovine peut-être pourrait faire mieux ou plus vite, enfin différemment, quand on voit comment la volaille a avancé face à l'influenza aviaire, qui a été peut-être a activé fortement la partie sanitaire sur les volailles? Eh bien, en bovin, oui, il y a forcément beaucoup plus de leviers pour évoluer. Voilà, après, je pense que comme la formation, comme Émilie, où on fait, Émilie Perra, qui est chez nous à la CDAS, où on travaille sur un projet à boire. Donc voilà, en partenariat avec l'IDEL et la région. Est-ce que vous pourriez en dire plus sur ce projet à boire, justement ? Oui, le projet à boire, donc on étudie un petit peu la consommation d'eau, par exemple. Donc on va faire des analyses d'eau, donc pour que l'eau soit bonne, avec l'analyse d'eau. Et forcément, on sait qu'une bête qui a de l'eau à volonté, qui a de l'eau saine, forcément, derrière, il y aura une meilleure production et forcément plus de veaux, par exemple, en bovin à vendre, quoi. Oui, donc vous êtes vraiment acteur dans ces projets-là de recherche, d'innovation, pour améliorer un peu la tenue de l'élevage. Vous êtes, vous, en tant qu'éleveur, partie prenante de tout ça. Ah oui, oui. Oui, la prévention sur la biosécurité, tout ça, c'est pour moi très important en élevage. De toute façon, on le voit bien, des bêtes plus saines et des bêtes en très bonne santé, forcément, même si on a un petit problème sur la ferme, je ne sais pas, par exemple, un vélage difficile ou quelque chose comme ça, forcément, elles réagiront plus vite et plus facilement, et elles se rétabliront plus facilement, quoi. Et est-ce vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui sont aussi impliqués dans ces projets-là pour accompagner, au final, quand on disait les partenaires sont tous autour de la table, est-ce que vous sentez que les éleveurs sont tout autant impliqués que d'autres, quoi, en tant qu'acteur principal de la gestion sanitaire des troupeaux? Non, je pense que tous les éleveurs n'ont pas la même motivation, et je pense qu'il y a encore du travail à faire là-dessus. Voilà, ça me fait penser par exemple à nos vétérinaires. Il y a eu une réunion sur la diarrhée, donc en partenariat avec MSD. Voilà, c'est des réunions de formation où je trouve qu'il est important de continuer à faire ça pour impliquer aux éleveurs et pour leur faire bien comprendre. Pareil, je sais qu'à la structure, à notre coopérative, par exemple au GLBV, vendredi prochain, il y a une réunion sur les strongles, tout ça. Donc voilà, je pense que c'est important de bien communiquer là-dessus et d'impliquer l'éleveur pour qu'il ait bien la notion que le sanitaire, c'est premier rang et que ça joue forcément sur sa rentabilité de son élevage. Oui. Merci Julien, encore une transition bien faite, c'est parfait. Julien Guérin, donc vous êtes représentant commercial de négociants en bestiaux, et on a quand même beaucoup parlé aussi de l'aspect commerce, évidemment, parce que là, avec toutes les crises sanitaires qu'on a eues entre la FCO, la MHC, même la tuberculose, on sait bien que ça bloque des marchés chez nous. La France est un gros pays exportateur aussi. Comment vous, au quotidien, quelle est l'importance de la situation sanitaire? Est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que c'est plutôt une valorisation? Voilà. Comment vous le ressentez, vous, et même par rapport aux éleveurs que vous suivez? Alors pour ce qui est de notre partie, donc en tant qu'opérateurs commerciaux, nous on vit avec ces maladies depuis quelques années maintenant, avec les épidémies et les différentes vagues. C'est-à-dire qu'on a connu la FCO et les différents variants, on a connu la MHE, on a connu la dermatose, et aujourd'hui évidemment la tuberculose bovine qu'on surveille tout particulièrement. Moi, ça fait 25 ans que je travaille, mais j'ai surtout pas envie de retomber dans le protocole de tuberculination qui était il y a 20 ans, avant que les broutards ne partent. Voilà, donc on est très inquiet de ça. Maintenant, le positif, c'est que nous, ça nous a apporté par force une obligation de rigueur dans le travail, qu'elle soit technique ou administrative. Si on regarde aujourd'hui par rapport à la DNC, les derniers cas qu'il y a eu, ça a toujours été des transports frauduleux ou des opérations malveillantes. Donc la première chose pour se prémunir de tout ça, c'est chacun d'entre nous, éleveurs, opérateurs commerciaux
commençons à respecter les règles, chacun à notre petit niveau. Ça c'est la première chose. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en tant qu'exportateurs de bétail, la France et la région limousine et charolaise ont quand même une renommée mondiale. Et la renommée mondiale, alors elle ne s'attache pas qu'aux races qu'on a la chance d'avoir dans nos pâturages, ni à la belle conformation de nos broutards, c'est aussi toute la garantie sanitaire qu'on amène derrière. Et d'autant plus aujourd'hui, en 2026, où on manipule énormément de capital, nos clients étrangers ont besoin d'avoir des garanties sanitaires. Aujourd'hui, on les a. Il ne faut surtout pas qu'on baisse la garde, même si je suis un petit peu comme Julien, j'ai le sentiment que dans la campagne, peut-être dans la campagne profonde aujourd'hui, on voit le sanitaire comme un inconvénient, comme une emmerde. Et vous permettez-moi le mot. Alors que j'ai envie de dire non, c'est pas du tout une contrainte, c'est un gage de qualité et c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir cette renommée dans le monde entier. Alors pour ce qui est de la coopérative, qu'est-ce qu'on fait nous en plus des autres? Pas grand-chose, on respecte les règles, c'est-à-dire qu'on nettoie les camions, on a un gros budget sur la logistique de nettoyage des camions, entre élevage, de désinsectisation. On nettoie les centres une fois la semaine. Dernièrement, on a investi dans un dernier centre d'allottement, c'est-à-dire qu'il y a 3 productions, qui est la viande, les reproducteurs et le maigre. On a chacun des règles sanitaires à respecter, avec des protocoles sanitaires à respecter. Et bien, il y a 3 centres d'allottement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun croisement possible entre ces 3 catégories d'animaux. Donc finalement, sur la partie commerce, il n'y a pas forcément besoin d'innover. Déjà, ce serait respecter les règles. Et par contre, vous disiez peut-être un manque d'adhésion des éleveurs sur ça. Est-ce qu'on pourrait parler d'une fatigue sanitaire? Comment réussir à les impliquer comme ça l'était? C'est finalement pas nouveau parce qu'il l'était jusque-là. On parlait d'excellence sanitaire. Peut-être que là, il y a la fatigue parce que d'année en année, on en rajoute à chaque fois avec de la nouvelle réglementation, mais parce qu'on s'adapte à ce qui nous arrive. Est-ce que là, il y aurait quelque chose à faire auprès des éleveurs pour les remobiliser autour de ça? Ou peut-être... Alors effectivement, peut-être le mot le plus approprié aujourd'hui, c'est une lassitude. Elle est certaine. Nous aussi, on la partage évidemment. Par contre, de baisser les bras, c'est laisser la porte ouverte à tout et n'importe quoi, et de ce fait perdre des marchés. Et je pense qu'aujourd'hui, la région limousine produit de la viande, c'est sa première vocation, mais aussi une forte partie des animaux qui sont dédiés à l'export. Et perdre ces marchés aujourd'hui, c'est perdre l'élevage actuel et nos pâturages. Alors peut-être qu'il y a deux voies possibles par rapport à tout ça, et pour encourager nos éleveurs à garder un niveau et une veillance. Donc il y a la filière franco-française, de dire voilà, on fait du lait élevé abattu en France. Alors ça sera sûrement plus simple à gérer parce qu'on est entre partenaires, on est entre voisins. C'est une éventualité et c'est une route sûrement à prendre en partie. Par contre, n'oublions pas, et notamment pour la voie mâle, qu'on restera dépendant du marché export, même si ça sera des carcasses qui partiront et non pas des animaux vivants, donc avec un risque sanitaire bien moindre. Et puis après, plutôt une deuxième route, mais qui reste très possible en parallèle avec la première, c'est de dire voilà, nous on a une race de prestige, on a un élevage de prestige, et bien amenons des garanties dignes de ce nom avec ce produit-là. Et gardons ces marchés de niche que nous avons aujourd'hui, qui sont valorisateurs et surtout qui nous amèneraient beaucoup de stabilité dont nous avons besoin. Oui, donc vous voyez une réelle menace sur ces marchés, parce que parfois on entend qu'il y a besoin des bovins français, on arrivera toujours comme on sait avec les maladies, il y a des accords avec les pays membres, et on entend parfois dire c'est bon, il y aura toujours des accords puisqu'on a besoin de nos animaux. Vous voyez une réelle menace de se fermer des marchés? Oui, clairement. Moi, j'étais en Italie il y a 3-4 semaines. Quand nous, on a fermé les frontières 2 semaines, et chose qui a été louable parce qu'on a mis la DNC sous cloche, et je pense que le résultat a parlé.
et c'est tant mieux. Nos clients, malheureusement, ne nous ont pas attendus. Ils ont rentré beaucoup d'animaux des pays de l'Est, alors à qualité moindre, de conformation moindre. Mais il ne faut surtout pas qu'on pense qu'on est tout seul sur le marché et que tout le monde nous attend. C'est pas vrai. La semaine dernière, sur la zone de Murcia, en Espagne, où on livre pas mal de clients, un comité s'est fait de 5 éleveurs. Ils ont été au Mercosur, ils ont été en Uruguay pour voir ce qui était possible de faire. Donc il faut surtout ne pas penser qu'on est tout seul, qu'on a les meilleurs animaux, certainement, mais si on n'amène pas toute la garantie sanitaire derrière ce produit-là, ça reste caduc. Oui, donc il ne faut pas s'asseoir sur nos acquis et surtout réussir à maintenir ces acquis et ces garanties sanitaires. Pascal Martin, je parlais tout à l'heure d'une fatigue sanitaire. Est-ce qu'au niveau de la Côte d'Or par rapport à la tuberculose, Côte d'Or, mais je pense qu'ici aussi en Nouvelle-Aquitaine, la tuberculose, vu que ça fait quelques années qu'on l'a, est-ce qu'il y a cette lassitude et cette fatigue et comment on peut réussir justement à remobiliser les éleveurs dans la lutte, la prévention et se dire que c'est pas une fatalité, on arrivera à bout sans espérer juste qu'il y ait des changements de réglementation finalement, parce que le but c'est bien de protéger nos troupeaux. Si tu veux, je pense que au niveau de l'élevage, l'association d'éleveurs, elle est importante parce qu'elle a des valeurs, on l'a vu tout à l'heure, le mutualisme, l'entraide, tout ça. Pour moi, un éleveur, quand il arrive un tour comme ça, il ne faut pas qu'il soit isolé. Il faut qu'il soit épaulé, il faut qu'il y ait des gens qui viennent lui dire, voilà, là on peut t'aider, là on fait ceci, là on fait cela. Parce que le pire qui se passe dans ces maladies-là, c'est de laisser un homme seul devant les problèmes, parce que quand les gens ne comprennent pas tout à fait ce qui se passe avec les prophylaxies, 8 jours avant la prophylaxie, les éleveurs commencent à plus dormir. Ça, c'est juste pas bon, ça. C'est-à-dire que là, les associations cantonales, tout ça, sont là pour dire, attendez, là, on maîtrise la situation, il risque d'arriver quelque chose, et derrière, voire faire évoluer la réglementation, mais garder notre statut sanitaire. Moi, je suis adepte de ça, parce que c'est la seule façon qu'un éleveur seul, il est perdu. Pour moi, si tu veux, là, c'est le mutualisme, c'est le collectif qui fait la force. Je le dis toujours, moi, sur notre exploitation, on est en GAEC. Moi, la seule chose le GAEC a des ennuis, mais la seule chose qui est ultra bonne, c'est que dans un GAEC, des fois, tu as des gens qui ont tu sais, t'es un petit peu fatigué, t'as une baisse, et si tu veux, les autres te donnent un coup d'épaule, tu dis non, mais attends, on va pas s'arrêter là-dessus. Et moi, je crois que les associations d'éleveurs, comme le GDS, tout ça, si tu veux, là, il faut être présent. Moi, les grosses années, il y a eu une année où on a eu 45 foyers, si tu veux, on avait structuré le bureau du GDS, les gens n'étaient jamais seuls. Il faut sans arrêt être derrière, si tu veux, je veux pas dire pour leur remonter le moral, pour leur dire, non mais attendez, le bout du tunnel, il est pas loin. Et si tu veux, en plus, je pense que l'équilibre avec les associations environnementales montre que si tout le travail est fait partout, ça roule. Merci. Et justement, donc on parle des partenaires. Christelle, je me retourne vers toi. Au niveau national, comment il y a cet échange? Parce que on voit bien que c'est important d'avoir ces échanges tout le monde autour de la table au niveau local, mais finalement les réglementations, elles viennent de là-haut, de Paris. Comment GDS France est impliqué dans ces échanges-là et comment vous portez les messages des éleveurs, les messages du terrain aussi, entre les décisions qui sont faites, la réglementation, la possibilité d'appliquer sur le terrain, voilà, avec toutes ces nouvelles maladies qui arrivent et pouvoir s'adapter aussi, mais en réussissant à être pragmatique et pas juste rajouter de la réglementation, mais pouvoir aussi répondre aux besoins des éleveurs. Alors, effectivement, notre rôle à GDS France, c'est justement d'être à l'interface entre les GDS qui représentent les éleveurs et les instances nationales qui décident finalement. Et donc, on a beaucoup d'échanges avec le bureau de GDS France, avec les autres organisations professionnelles agricoles, vétérinaires et bien sûr le ministère de l'Agriculture. Alors, en temps de paix, en dehors des périodes de crise, on a des échanges bien sûr réguliers. On a le CNOPSAV, qui est le Comité national d'orientation des politiques sanitaires, qui se réunit et sur lequel effectivement on est membre et on essaie de faire remonter à la fois les besoins, les réalités terrain,
tout en répondant aux objectifs qu'on se fixe pour chaque maladie. Et puis en temps de crise, on a un format resserré. Là, si je reprends le cas de la crise d'ANC, on avait côté GDS France des échanges tous les jours, on avait une réunion tous les jours à midi avec le ministère de l'Agriculture et les organisations vétérinaires, 2 fois par semaine avec les GDS des zones concernées, ce qui permettait à la fois de faire remonter au ministère les besoins, les points vraiment critiques, de faire redescendre de l'information, et c'est comme ça qu'on a fonctionné, en tout cas en période de crise. Donc avec un fonctionnement en temps de paix et un fonctionnement en cas de crise. Et puis, le caractère finalement transfrontalier des maladies nous incite à raisonner aussi à l'échelle européenne, voire internationale. Donc, on a aussi une fédération des GDS à l'Europe qui s'appelle la FESAS. On a la chance d'avoir un président qui est un éleveur français, un élu GDS. Donc, finalement, on a aussi ce raisonnement maintenant à l'échelle européenne. Et est-ce que dans vos discussions nationales, parfois vous faites table rase à dire il y a eu une crise, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment on peut anticiper les prochaines crises et faire les choses différemment, parce que j'en reviens au sujet de révolution culturelle ou consolidation des actions. Est-ce qu'on se dit non, on est sûr de nous, on continue comme ça, ou est-ce qu'on essaie d'adapter les choses tout en restant effectivement dans la rigueur sanitaire? C'est la vraie difficulté, c'est d'arriver à trouver le temps de faire un vrai retour d'expérience. À chaque fois, on se dit on va faire un retour d'expérience, on a du mal à le faire. Là, sur la crise d'ANC, ça nous paraît vraiment très très important de prendre ce temps de retour d'expérience. On voit qu'on a des pistes d'amélioration, notamment sur la traçabilité, les mouvements d'animaux, qui a été un peu notre talon d'Achille sur cette crise. Et donc, nous, on a commencé ce travail au sein du réseau des GDS pour ensuite être force de proposition, pour ajuster. Et puis, effectivement, il faut en permanence s'adapter. On a des nouvelles maladies, on a des nouvelles attentes sociétales, tu l'as dit Marine dans ton intro, et donc on doit en permanence s'ajuster. Les modèles historiques ont fait leurs preuves, peut-être qu'ils doivent être ajustés. On a aussi le rôle de la faune sauvage qui est aussi plus important qu'historiquement. Donc on est dans un ajustement et une adaptation en prenant bien sûr en compte les besoins des éleveurs via les GDS. Et Julien Fauché, est-ce que vous, en tant qu'éleveur, vous ressentez ça, qu'il y a un essai d'adaptation, ou comment vous essayez de plus vous impliquer? Alors on l'a vu tout à l'heure dans des appels, mais sinon, est-ce qu'il y a des propositions qui sont faites? On parlait tout à l'heure, Olivier rappelait que vous étiez au niveau de graines de GDS, au niveau de GDS France. Est-ce que par ces biais-là, donc c'est des nouvelles choses qui ont été construites, je vais laisser expliquer ce qu'il en est. Est-ce que c'est par ce biais-là qu'on peut plus donner la parole aux éleveurs et essayer d'avoir des nouveaux outils pour anticiper ou mieux prévenir? Au niveau de GDS, oui, je pense qu'on a moyen d'évoluer sur la prévention et sur l'explication. Quand on parlait par exemple de DNC, que je voyais le petit film défiler tout à l'heure, voilà, pour moi ça c'est des choses importantes qui viennent de GDS et qui doivent être distribuées et même accès à tous les éleveurs. Ce film est très bien expliqué, et je trouve qu'il faudrait même que ça arrive par exemple avant tous les réseaux sociaux où tout le monde a accès et où tout le monde regarde, donc tous les réseaux sociaux et même des fois les médias, où souvent ce sont des fausses informations. Voilà, je trouve que là-dessus on peut jouer assez facilement. Voilà, quand on écoute, c'est fou qu'on entend vraiment de tout et n'importe quoi. Et par exemple, si on revient sur la DNC, en parlant chiffres, voilà, on peut dire aussi qu'il y a quand même il y a eu 3500 bêtes d'abattues, mais que comparé par exemple aux bêtes abattues journaliers pour la consommation en France, qui est de 11 000, c'est quand même un taux faible, même si je comprends forcément quand ça arrive chez l'exploitation que c'est pas du tout facile, Voilà, là-dessus, on peut jouer surtout sur la communication, je pense. Et alors, comment on peut jouer? Parce qu'effectivement, la société change et les réseaux sociaux sont partout, et notamment chez les plus jeunes, où tout à l'heure, on parlait de formation, d'ailleurs, où il y avait beaucoup à faire. Comment, nous, on peut jouer en tant qu'experts, tous autant que vous êtes autour de la table, pour montrer que le message est plus valable, le vote, plutôt qu'un autre qui peut être vu? Oui, mais on en parle souvent justement à Graines de GDS. Voilà, on est une petite dizaine d'éleveurs de partout. Et il faut beaucoup la communication, c'est ce qu'on dit. Et aussi, je pense qu'il est important de faire témoigner des éleveurs qui ont été touchés par la maladie. Ça me fait penser à une petite anecdote on a une amie qui est en Savoie.
Et voilà, quand on s'était vu à Graines de GDS, elle expliquait vraiment les choses. Et je pense que c'est la meilleure information comparée à tous les réseaux sociaux, quoi. Ouais. Au niveau, je reviens sur la partie commerce, donc Julien Guérin. Vous, justement, vous êtes quand même un intermédiaire clé entre l'éleveur, le marché, et aussi, on l'a vu, qu'il y a un risque par rapport à la diffusion de maladies. Comment vous communiquez Est-ce que vous avez des moyens de communication auprès des éleveurs pour justement les garanties, les statuts, responsabiliser un peu tout le monde? Est-ce que vous mettez en place des choses? Alors nous, au sein de la coopérative, on a une section technique qui est performante, qui est formée de 4 personnes qui sont sur le terrain tous les jours, justement pour communiquer tout ça et mettre en avant les actions préventives. Après, pour ce qui est de ma part, mon action, elle est très simple. Pour être écouté, il faut parler du porte-monnaie. Donc si demain, on perd des marchés, les broutards à 6,50, c'est fini. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous bien contents qu'on soit là. Les babys à 7,50, c'est aussi fini, parce que ça dépend aussi de l'export. Donc gardons bien ça en tête. Si demain, on veut garder notre niveau économique, qui est celui d'aujourd'hui, et j'en suis le premier avis pour l'ensemble de la filière, n'oublions pas qu'on doit amener des garanties sanitaires. C'est pas juste pour faire plaisir aux opérateurs commerciaux ou aux éleveurs régionaux. Mais justement, vous parlez du porte-monnaie, c'est parfois justement l'argument qu'on entend quand on avait, alors avant que la DNC arrive, mais qu'il y a eu FCO, MHE, et qu'il y avait les vaccins qui étaient là, et des éleveurs qui disaient oui, mais ça coûte cher de vacciner, on ne peut pas vacciner contre tout. Comment on peut répondre à ça? Parce que finalement, ça touche le porte-monnaie aussi, la prévention. Alors, on a tous des voitures, on est tous assurés. Et une assurance aussi, ça coûte cher. Quand on en a besoin, on est content d'être assuré. Merci pour nous donner des bons arguments. Du coup, je vais vous poser une dernière question avant de donner la parole à la salle pour qu'on ait un peu le temps d'échanger sur les différents points qui ont été abordés. Si à chacun d'entre vous, je vous demandais là une priorité d'action à mettre en œuvre aujourd'hui pour préparer le futur sanitaire, est-ce qu'il y aurait des choses prioritaires à changer ou au contraire consolider des actions qu'on fait déjà? Est-ce que peut-être que la salle aura des idées derrière, mais quelle serait la priorité? J'ai le micro, donc je le garde et je le fais passer. Pour moi, la première chose, le leitmotiv, c'est valorisons notre produit avec tout ce qu'on peut amener derrière et respectons les règles. Okay. Merci. Oui, mais je rejoins ce que dit Julien. Passons le sanitaire vraiment en premier rang. Et effectivement, même si les cours montaient à 15 €, sans bêtes et sans vrai sanitaire dans un élevage, l'élevage ne serait pas viable forcément, quoi. Voilà. Oui, moi je conclurai sur 2 points. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, donc je dirais qu'il faut peut-être voir les coûts liés au sanitaire comme un investissement et non plus comme une contrainte. Et puis je dirais aussi revenir aux fondamentaux, l'immunité, l'alimentation, parler de qualité d'eau tout à l'heure, la conduite d'élevage. Et finalement, les dénominateurs communs à toutes ces maladies, c'est aussi la surveillance pour une détection précoce et la prévention et la biosécurité. Moi je dirais simplement, le sanitaire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le droit à vendre. Hein. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on voit bien les acheteurs, si la qualité sanitaire n'est pas en face, il n'y a pas de prix. Hein. Et derrière, faut quand même ramener ça aux fondamentaux. Une exploitation, elle tourne si elle est du bon côté au bilan. Hein. Moi, je sais très bien, je suis un passionné d'élevage, mais bon, quand je me lève le matin, j'aime quand même bien à la fin de l'année être du bon côté au bilan. Hein. Et ça, je crois que, le Père Noël, c'est le 25 décembre au matin, hein, c'est pas le 10 janvier. Hein. Je m'étais noté 3 mots qui étaient coopération, anticipation et réactivité, mais bon sens aussi, en fait, je pense. Okay. Merci Marion. Donc effectivement, on n'est pas forcément à revoir complètement nos stratégies sanitaires qu'on fait depuis plus de 70 ans, notamment par les GDS, mais consolider les valeurs qu'on a depuis toutes ces années, et peut-être remettre donc le bon sens, peut-être rappeler aussi que le marché n'est jamais tout à fait acquis et qu'il y a des moyens à mettre en œuvre, et remettre l'éleveur au centre du sujet aussi. Ça, je pense que c'est très important de co-construire avec les éleveurs et vraiment tous les partenaires autour de la table. Merci à vous 5.